c'était écrit. Je ne pouvais pas ne pas les inviter, eux dont le nom m'a interpellé dès la première écoute, pour des raisons ô combien mystérieuses. Et puis, à force de le voir revenir ce nom sur les affiches, dans les partages des copains, dans les live reports, je me suis dit que ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris de vacances et qu'après tout, j'avais bien envie de m'offrir moi aussi le voyage qu'elles avaient promis. Penchons-nous ensemble sur la brochure de ce séjour all-inclusive aux confins du système solaire. Stoner intergalactique, me dit-on. Super, je voulais prendre du large sans être trop dépaysé. Un univers visuel qui fait rêver, avec des vaisseaux organiques, des pochettes où les étoiles sont légion. Attends, mais carrément en artwork de Fortifem pour le dernier album ? Un partenariat avec un collectif d'artistes toutes disciplines confondues ? Et cerise sur le gâteau, carrément une nouvelle de SF écrite en parallèle de la carrière du groupe ? C'est un gros programme qui nous est proposé là. On va essayer d'en profiter un maximum et de suivre bien tous les petits ateliers. Surtout qu'on a la chance de les avoir avec nous aujourd'hui au studio Sextant. C'est Yojimbo qui nous arrive de Strasbourg, fondé en 2019 et après un premier EP qui a tapé très fort en 2022. Et elles sont de retour avec Cycles, sorti fin avril, une petite bombe de stoner moderne mélangée à un paquet de trucs, toujours avec finesse, lourdeur et transcendance. Stéphane à la batterie, Florent à la guitare, Dom à la basse et Sophie à la guitare et au chant. Yojimbo, on est hyper content de vous avoir avec nous dans School of Rock. Et c'est dans le studio Sextant que nous enregistrons aujourd'hui. Ce matin, on a fait une petite live session. C'est un plaisir de vous avoir. Mais avant tout, une question qui brûle les lèvres de nos auditeuristes. Si vous étiez des dinosaures, vous seriez lesquels ? Ah, c'est pas facile. Tu serais quoi comme dinosaure, Dom ? Moi, je crois que je serais un Mini. C'est une version un peu ténue de l'ankylosaure qui, pour le coup, est plutôt stylé, quoi. Ok. Voilà. Ok, Je le connaissais pas, il est trop bien. Bon, je serais une poule, parce que c'est les derniers dinosaures vivant sur la planète, et que des fois, on m'appelle Poupoule. Et j'aime pas trop. Trop bien. Et Yojimbo, encore une fois, merci d'être avec nous. Est-ce que j'ai dit des conneries dans la petite bio courte Ah non, pas du tout. C'était très beau, Jimbo. Ah, merci. Très beau. Merci, Yojimbo. 2019, création, ça c'est bon. Le premier EP, je me suis pas planté. 2022. Et top. On est maintenant en avril 2025 et vous sortez un nouvel album dont on va causer juste après. Pour faire connaissance avec vous, je pense que le mieux, selon la tradition de l'émission, est de faire une petite expérience en audio-description. L'idée, c'est de pouvoir découvrir un peu qui se cache derrière Yojimbo, quelles sont les personnes qui composent ce groupe. Et pour ce faire, voilà, partons du principe que vous arrivez de Strasbourg, imaginons. Vous avez un concert ce soir à Bagnolet, imaginons. Et vous faisiez la route hier. Comment ça se passe dans le van ? Qui fait quoi à peu près ? Alors, hier, on a joué à Qui suis-je ? Ok. Parce qu'il fallait s'occuper un petit peu, ça a quand même duré 6-7 heures de route. Ouais. Oui. Donc ouais, c'est un peu ça. Stéphane, il conduit beaucoup. Il Okay. aime bien. C'est un peu le plus discret de la team. Là, on a eu David avec nous aussi, qui nous a accompagnés. Et c'est lui qui a lancé le Qui suis-je. Ok. Voilà. Flo, il parle pas trop. Il dort un peu dans son coin. Des fois, il a la tête posée. Je te demande s'il est encore vivant. Des traces de sébum sur l'arrière des sièges. Dom, il joue à Plante versus Zombie. Ok. Je ne sais pas ce que c'est que ce ça jeu. balance. Mais je trouve ça très drôle. Et moi, je sais pas, je regarde la route parce que quand ça tourne, je me sens mal. Et on écoute beaucoup de musique, mais souvent ça dérape. Ok. C'est vrai. Un exemple de dérapage comme ça, au débeauté ? Le premier dérapage, moi je pense que le point de rupture, ça a été Cascada, clairement. Ok, très bien. Tout à fait noble. Ouais. Bon, après, c'est selon les goûts de chacun. C'est dur. Ok, trop bien. En répète, c'est quoi un peu les postes de chacun, la dynamique que chacun ou chacune imprime au groupe pendant les répètes ? Alors, déjà, on répète 2 jours par semaine. 2 jours entiers. Tous les dimanches, tous les lundis. Ok. Les week-ends n'existent pas. Chaque semaine ? Ouais. Ça explique des choses sur la live session de ce matin, très bien. On bosse pas mal et on a la chance d'avoir notamment Flo, notre guitariste, qui gère pas mal la technique. Et c'est grâce à lui qu'on est passé au système Ears dans les oreilles. Yes, trop bien. On peut travailler, enfin, s'entendre tous et savoir. Ouais. Hey, toi tu fais ça ? Genre, ouais. Mais tu sais que le morceau est en mi bémol ? Oh putain, la boulette. Non, voilà. Du coup, ça a aidé sur pas mal de choses. Donc, ouais, je dirais que Flo, c'est pas mal la technique. Dom, il aime bien ramener à manger de temps en temps. Ok. C'est très mignon. Après, il a aussi son petit plaisir du dimanche en général, c'est la curry box. Ok.
Après, sur la suite, je sais pas ce que tu as envie de rajouter, Dom, mais... Non, je pense qu'on a plutôt fait le tour. Mais après, c'est un peu l'avantage des 2 jours. C'est-à-dire que on fait de la musique, mais on se prend le temps. C'est-à-dire on se raconte un peu nos vies, l'actualité. Ouais. Et puis c'est hyper important au sein d'un groupe de pouvoir partager plus que de la zik, quoi. De se prendre le rythme. Et à côté de ça, on a quand même un peu ce truc-là où... les répètes passent vite, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer parce que y a plein de choses en fait qui se font autour. Il y a un petit peu la gestion, puis là il y a un petit peu pas mal de dates qui arrivent, donc ça demande un petit peu d'orga et c'est beaucoup Sophie qui chapeaute ça. Mais voilà. En tout cas, la vie d'un groupe est plus en dehors de la musique et reste plutôt dense. Hein. Ok. Et Stéphane, on l'aime beaucoup, mais il arrive beaucoup en retard. Mais on l'aime quand même. Allez, ça balance. Ok, mais écoute, il bosse super bien, franchement. Mais il a pas de micro, donc là tu peux l'aligner, il y a pas de problème. Hein. Il est dans la régie à côté, probablement en train de faire une syncope. Ah ouais, donc. Ok, chambé. Et pareil, pour mieux comprendre qui est Yojimbo, pour vous, ce serait quoi le concert de rêve? Avec qui, tu veux dire? Ou les circonstances idéales. Ah, c'est pas évident. Je verrais soit ça dans un club type 300-400 places où c'est plus intimiste et plus chaleureux, ou alors dans un festival style Desert Fest ou Freak Valley. Ok, ça, truc énorme, ouais. Donc c'est un peu différent les 2 propositions. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Alors moi, je suis ultra ravi de la crèche, c'est-à-dire que tous les trucs où je suis vraiment content de jouer. On s'est retrouvés déjà dans des EVG, dans des. Après, en fait, que ce soit un truc de jouer devant 10 personnes ou bien devant plein de gens, je sais pas. Je crois que, en tout cas, moi, j'ai juste le plaisir de jouer, que les conditions d'accueil évidemment sont importantes, mais globalement, moi, dès qu'on joue, je suis plutôt content, quoi. Trop bien. Et à propos de conditions d'accueil, tu m'offres une transition sur un plateau, c'est un plaisir. Pour Yojimbo, c'est quoi le catering de rêve? Alors, on a testé la raclette. Ok. C'est super sympa sur le principe, mais comment dire, après, ça tire un peu dans le fond du temps. Après, ouais, quoi, tu m'étonnes, ouais. Ouais, c'était chaud ce jour-là. Hein. Franchement, la raclette, une demi-heure avant de jouer. Ouais, puis ouais. Ouais, non. Vous êtes sûr que c'est pas un peu du sabotage? Parce que ça commence à ressembler à du sabotage, la raclette avant de jouer. Je sais pas, ils le font chaque année. Ok. Mais c'était très bon. Hein. Catering de rêve. Franchement, libanais. Ok. Un peu comme ce qu'on a mangé aujourd'hui. C'est pas banal, ça. Voilà. Ça, c'est grave mon kiff. On en glisse un petit pour Apapat à Malakoff, si jamais vous connaissez pas, c'est délicieux. C'est très très bon. En tout cas, approuvé par Yojimbo. Eh ben, merci pour cette découverte, cette audio description. Voilà, on a l'impression de faire un peu partie du groupe maintenant, de savoir qui fait quoi. Et si on allait d'ailleurs écouter un peu plus ce que ça donne avec un morceau issu de la live session qu'on a fait ce matin. On commence avec Unchained. À tout à l'heure.
C'était donc Unchained, issu de leur dernier album. Yojimbo, c'est un plaisir de vous voir envoyer ce stoner qui est si particulier, teinté de prog, de beaucoup de liberté aussi. J'aurais voulu savoir, pour encore une fois mieux comprendre qui vous êtes, quel est votre parcours de musicien et musicienne, où vous avez appris, c'était quoi un peu vos formations d'avant, en gros, ce qui vous amène aujourd'hui à être dans Yojimbo et à avoir monté ce projet. J'ai commencé la musique quand j'avais 12-13 ans, un truc comme ça, par de la guitare. Okay. En fait, j'avais très très envie de faire de la guitare. J'ai pris 2-3 ans de cours dans une école de musique et ma prof m'a dit maintenant tu chantes. Bah non. Okay. Mais moi je voulais juste faire de la guitare. Moi je voulais faire de la guitare, je sais pas chanter et en fait on a capté que je savais chanter. Genre magie. Voilà. Ouais. Quel bel accident. Ouais, bah écoute, je suis plutôt contente. Et donc, en fait, au final, c'était plus vraiment des cours de guitare, c'était des cours de guitare-chant en même temps. Ok. Et au fur et à mesure, j'ai continué, moi, en tant qu'autodidacte. J'ai eu plusieurs formations plutôt jazz au chant. Ok. Là, je joue aussi dans un groupe de folk, blues, rien à voir. Mais je suis tombée dans la marmite du stoner quand j'avais 18-19 ans, un truc comme ça. En fait, j'ai entendu pour la première fois les Queens of the Stone Age. Et c'était genre 4 semaines après que mes potes m'aient dit « Tu viens ce soir, ils jouent à la laiterie ?» Non, je sais pas, je m'en fous, je connais pas. Ok, ouais. Putain, la déception absolue. Et en fait, quand j'ai entendu ce son-là, j'ai fait « Ok, qu'est-ce que c'est ? Ça va où ? Ça vient d'où ?» Et c'est là que j'ai compris que je trouverais rien qui ressemblerait aux Queens of the Stone Age, mais toute la veine stoner est arrivée après. Ok. Après, j'ai fait aussi un groupe de garage rock et puis je suis tombée dans Yojimbo par la suite, quoi. Ok, trop bien. Et toi, Dom ? Alors, moi, complètement autodidacte, j'ai eu mon premier groupe à 15 ans. On faisait que de la reprise de Metallica, pas très bien, mais avec beaucoup d'enthousiasme. C'est tout ce qui compte. Après, j'ai eu un groupe d'électro-rock qui s'appelait Nepenthes, qui a tourné pendant 10 ans, qui a eu un chouette moment. J'ai tout arrêté pendant 15 ans, en fait, pour me consacrer à mon taf et j'ai repris en 2022 pour Yojimbo avec un petit peu le flip quand même parce qu'ils venaient tous un peu de musicaux avec quand même un joli bagage musical derrière mais voilà ça l'a fait en tout cas. Bah ouais grave. Bah oui, puis pour parler pour ceux qui sont pas avec nous, du coup Stéphane lui il a joué pendant très longtemps dans un groupe de funk en tant que batteur, donc c'est pour ça que des fois il y a des petits riffs. Ouais ok je capte. Tu vois le truc, voilà. Et Flo, il a joué dans un groupe de ska à un moment, il me semble. Ouais, voilà. Donc on vient vraiment d'univers très parallèles. Voilà. Et c'est que vous avez un dénominateur commun dans le stoner ou pas tant en fait. On a chacun nos influences. Mais je dirais pas que c'est forcément. Enfin moi, c'est le style que j'écoute le plus, mais je crois pas que mes collègues ce soit ce qu'ils écoutent forcément le plus. Steph est très fan de Truck Fighters, par exemple. Ouais, c'est un truc, voilà. Ouais. Flo, il est très fan d'Elder. Ok. Voilà. Baron Crâne aussi. Ouais, super. On a joué un jour avec eux et Flo, il était genre trop mignon. Il était là, il les voyait sur scène, il faisait mais il se moquait pas d'eux, en fait, il trouvait ça juste génial, c'était trop chou. Et en plus, ils sont très gentils, ce qui n'enlève rien. Oui, clairement. Et voilà, toi, je sais pas, quel serait ton fétiche ? Moi, c'est très camoulox en fait. Après, dans le stoner, ça va être des trucs à la Red Fang, Mars Red Sky, Queen of the Stone Age, mais pour le reste, je sais pas, ça va être du Post, du Tool, du Cult of Luna, Archive, beaucoup de trip-hop. Ok. Et Cascada. Ouais, et Cascada, bien sûr. Non, Cascada, c'est pas moi. C'est un secret. Reste entre nous, ne dis rien. Je dirai jamais rien, t'inquiète. Trop bien. Et là, pouf, on est en 2025 et vous sortez un premier album, pardon, puisqu'avant c'était un EP. Et waouh, on sent un gap de malade entre l'EP de 2022 et cet album qui sort aujourd'hui, Cycles, qui est vraiment trop bien. Moi, j'ai vraiment adoré de bout en bout. Je vous l'ai dit beaucoup ce matin, mais ça reste vrai. Hein, c'est fou, ça n'a pas changé. Et en fait, ce que je trouve le plus marquant, au-delà de la prod, ça on en parlera plus tard, c'est qu'on sent dans l'écriture que vous êtes hyper libre et que vous avez trouvé un truc. On sent que sur le premier EP, il y a des tâtons, des petites pistes, des machins qui sont très stoner, un peu classiques, quoi. Et il y a eu un déclic clairement entre vous, je sais pas quoi, et peut-être vous allez m'expliquer, mais on sent quoi entre le premier EP et maintenant, il y a eu une liberté qui s'est trouvée.
et aussi une signature sonore et une signature de compo. Et du coup, je me demandais s'il y avait quelque chose en particulier qui avait drivé votre composition. Le travail. Ouais. Non, mais après, ce qu'on disait avant, en fait, 2 jours de répète par semaine, effectivement, ça change pas mal de choses, quoi. Ah bah tu m'étonnes, ouais. Mais énorme. Après, c'est pas que le travail musical. Forcément, ça nous a aussi vachement rapprochés. On est quand même très attentifs, en fait, aux uns aux autres de nos besoins, et mine de rien, d'apprendre à s'écouter. C'est un vrai travail, quoi. Il y a autre chose, c'est l'intention aussi qu'on mettait dans la façon de composer, dans notre musique, ce qu'on ressentait d'avoir un petit peu commun, quelque chose qui fasse un peu commun là-dedans. Et puis alors c'est assez frustrant parce que je pense en tout cas moi j'en ai vraiment pris conscience à partir du moment où on a mixé l'album, de dire putain c'est vrai, enfin c'est là, parce qu'il y a toujours ce que tu veux raconter. Et il y a aussi autre chose, c'est les retours. C'est-à-dire que les premiers retours qu'on a sur l'album, ils sont déjà ultra encourageants. Et puis ce qu'on a envie de raconter, on a l'impression que c'est compris. Donc c'est plutôt chouette. C'est clair. Après, je dirais qu'il n'y a pas de recette en fait sur la composition. On laisse nos influences diverses et variées transparaître. Des fois, ça part sur un petit bout de jam. Tiens, il y a ce riff, il était sympa. Puis Flo, il aime bien jouer sur des modes complètement perchés sur sa guitare. Et du coup, on arrive à donner des couleurs comme ça, de naviguer un peu entre différentes choses, mais jamais de s'enfermer dans une étiquette. Ouais. En fait, on a aussi beaucoup décidé de s'appeler Stoner Intergalactique, tant par l'imagerie qu'il y a autour, mais aussi parce que ça nous permet de mettre un peu tous les univers qu'il y a là-dedans. Ouais, carrément, ouais. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, le côté prog, doom, stoner, psyché, voire un peu post de temps en temps, c'est un peu ça. C'est comme ça que ça marche, mais je pourrais pas te dire ce qu'on fait exactement. Mais ça, c'est normal. Mais on a réussi à trouver un peu ce truc qui nous fait vibrer tous et qui nous lie tous musicalement, quoi. Mais c'est cool parce que ça se ressent vraiment déjà sur l'album, et bon, encore plus en vous voyant jouer ensemble, ça c'est clair. Mais il y a un truc qui est très très cool à l'écoute de l'album, c'est que il y a une identité sonore tout au long de l'album, mais on se laisse trimballer entre les différentes parties et tout. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a une grande liberté dans l'écriture qui est agréable à l'oreille et qui se matérialise aussi dans des choix assez osés, parce que c'est pas tout le monde qui décide d'ouvrir son album avec une track de 9 minutes où il y a sur les 9 minutes que 1 minute de chant, tu vois. Enfin, en fait c'est tout con, mais c'est des trucs où le morceau, bien sûr qu'il fait sens comme ça, il est écrit comme ça et c'est parfait comme ça. Mais tu vois, j'ai écouté l'album plein de fois pour préparer l'interview et tout, et à chaque fois que je revenais sur cette track là, en fait d'une part je voyais pas les 9 minutes passer, et d'autre part, en fait, on se laisse vraiment emporter par le côté, c'est pas des chansons, et c'est pas grave, et ça va au-delà de ça, et c'est vraiment trop cool la recette que vous avez trouvée ensemble, donc bravo à fond. Merci Jimbo. De rien. Et après, merci, ouais. Et après, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de convention où le premier live, en tout cas, qu'on a sorti, c'était effectivement sur Welcome, ce morceau de 9 minutes. Alors What Comes After. What Comes After, pardon. Et normalement, on est quand même dans un monde où il faut des choses rapides, qu'on comprenne, du audio edit, des trucs de 2 minutes 30, 3 minutes. Mais en même temps, c'est quelque chose qui nous ressemblait. Et c'est ça qu'on avait un peu défendu. C'est souvent notre dernier morceau qui sert nos sets en live, là où on est un petit peu chaud et puis on lâche les chevaux. Et on voyait pas pourquoi forcément se priver, parce que normalement la norme en fait c'est 2 minutes 30, 3 minutes et que vous avez carrément raison. Alors je dis ça, mais en fait quand tu tapes le montage t'as un peu envie de pleurer, tu vois. Je dis pourquoi on fait pas du 3 minutes, mais en même temps c'est ce qui nous ressemble, qu'on avait envie de défendre à ce moment-là, donc on n'a pas non plus besoin. Je pense des fois on se donne un peu des barrières ou des cadres tout seul, alors que en fait on est libre de faire ce qu'on veut, quoi. La fameuse liberté dont tu parlais, en fait, on essaye de pas, on s'en fout de rentrer dans des cadres, voilà.
Mais c'est trop cool parce qu'il y a plein de groupes qui mettent plusieurs albums avant de s'autoriser ça. Et du coup, c'est cool de voir qu'un EP, c'est bon. C'est bon, on a le droit. C'est cool. Il y avait trop de cadres sur l'EP. Ouais. Et justement, pour continuer sur cet album, la prod, elle est vraiment, vraiment très très bien. Et je crois que c'est Flo qui est un ingé son aussi. Et vous avez quand même fait appel à une autre équipe. Et je me demandais comment ça s'était passé la collaboration du coup entre Flo, vous et le studio quoi. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est Flo qui a enregistré toutes les pistes. Ok, d'accord. Voilà. Vous avez enregistré entre vous. D'accord. Ouais. On a vraiment fait ça en mode home cooking quoi. Enfin, on l'a fait dans notre studio de répète. On a passé pas mal de temps à le faire pour le faire bien. Les prises ont l'air bien. Hein. Voilà. Et puis ensuite, on a envoyé ça au studio La Turbine, qui est en Alsace, à Urvillers, exactement, chez Théo et Clément, qu'on connaît aussi de toute cette sphère musicale autour de nous. Et eux ont retravaillé du coup là-dessus. En fait, ils ont mixé et masterisé l'album. C'est passé par la console analogique. On savait aussi qu'il y avait un certain son qui émane de chez eux. Ouais. Et on savait qu'ils avaient la sensibilité pour ce genre de musique. Ouais. Et c'était évident, en fait, d'aller bosser avec eux, quoi. C'est hyper important, je trouve, quand tu bosses quand tu as un propos artistique assez fort comme vous, trouver les bonnes personnes avec qui travailler le son. C'est vraiment un truc qui fait passer des steps au morceau, quoi. Où les gars se contentent pas de faire comme la basse elle est censée sonner comme ça, on va la faire sonner comme ça. Et la drum elle est censée sonner comme ça, on va la faire sonner comme ça. Mais là on sent que dans la prod, dans les effets, il y a beaucoup d'ajouts aussi. Moi de mon côté, savoir qu'est-ce qui vient d'eux, qu'est-ce qui vient de vous, je sais pas, mais en tout cas le résultat est une belle osmose et ça c'est cool. Alors je peux te dire que quasiment toutes les reverbs de Flo, c'est ses reverbs à lui qui les a enregistrés comme ça. Ça il y tient très très fort et je comprends. Voilà. Et c'est vrai que du coup Clément et Théo se sont bien éclatés, même sur la voix par exemple. Carrément. Faire des sacrées envois de délai à des moments parce qu'ils se sentaient comme ça. Et c'était vraiment fait en live sur la console, quoi. C'est pas, trop bien. Voilà. C'était pas de l'édition où tu fais piste par piste. C'était vraiment tout en live, quoi. Donc, trop cool. Mais je pense que la prépa a vraiment joué. On a fait 2 pré-prod. En amont, donc et c'est vrai que c'est une vraie chance d'avoir Flo en fait dans le groupe qui est un putain de technicien quand même. Moi je suis un peu le pas de gros mots, d'accord. Ça passe, hein, j'en ai probablement dit déjà 4 ou 5 et c'est pas. Moi je suis un peu le starter kit du bassiste, c'est-à-dire que faut que je me branche, j'ai bien donné un coup de main dans le baffle, un coup de pied dans le baffle si ça marche pas, mais donc je fais des efforts, mais j'ai l'impression que en technique mon QI est divisé par 5 en fait, quoi. je fais des efforts. Donc on a amené ce truc là. Initialement on voulait quand même tout faire nous-mêmes, mais c'est aussi la question de la limite du DIY, parce que même en fait sur les pré-pods et sur l'enregistrement, il faut bien voir que ça a été un peu bout de ficelle, hein. C'était avec du SM57 en fait, il n'y a pas eu forcément beaucoup de matériel, mais ça nous a aussi demandé en fait de s'adapter à ça en fait et de se casser la tête. Et sur le travail de la turbine, sur le mix qui a été vraiment génial, le passage en studio, je trouve que c'est quelque chose pour les groupes qui peut être assez tricky, parce que globalement en fait ça met un peu en lumière quand il y a un manque de travail, ce genre de choses, et qui peut créer des tensions. Et Théo et Clément en fait ils ont direct capté ce qu'on voulait, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait, il y avait rien en fait qui était à côté. Et toutes les propositions étaient pertinentes, quoi. Donc en fait, il y a eu ce truc où c'était simple et enthousiaste. Hein. Et vraiment, en fait, ils ont mis en forme. Et je pense que ce regard extérieur, c'est bien de vouloir faire tout soi-même, mais des fois, il faut accepter aussi d'avoir un regard extérieur, quoi. Ouais, bien sûr. Que ce soit sur la vidéo, sur le son, qu'importe, en fait, quoi. Ouais, puis c'est important aussi, je trouve. C'est énormément de travail d'être musicien et de défendre ton projet. Il y a des choses où en fait on finit par dépenser trop d'énergie à faire des trucs où on n'est pas spécialiste de ça, ou en tout cas pour l'exemple de Flo, il est à la fois guitariste et ingé son. Des fois ça fait une surcharge de travail aussi où tu peux plus être clair entre les deux, où tu te dis ma partie guitare j'y tiens, et du coup alors qu'en fait au mix il faudrait la sous-mixer un peu pour que ce soit bien, et trouver la bonne personne avec qui bosser, qui va savoir être un œil extérieur aussi, c'est important pour tous ces trucs là, quoi. Ouais, et puis il y a la question de garder un angle un petit peu large sur les choses, c'est-à-dire que
on a 2 jours de répète, mais en fait, c'est pas 2 jours qu'on consacre, c'est qu'il y a tout le reste, en fait. Il y a tout le boulot du booking administratif qui prend beaucoup de temps. J'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de... Enfin, que Jimbo, ça tourne tout le temps, en fait. Ça mouline tous les jours. Ça mouline tous les jours, et qu'à un moment, en fait, t'es obligé d'avoir un petit peu ce recul-là, et que d'avoir des personnes extérieures... Et bien s'entourer. Et bien s'entourer. Ouais. Voilà. C'est pas des questions seulement de compétences, mais des questions, je sais pas, de fiabilité, d'avoir un vrai regard, en fait, tu vois, quand tu vas... je parlais de la turbine, en fait, c'est que nous, on aimait ce qu'ils avaient produit. Quand tu bosses avec avec un vidéaste, par exemple, tu vas lui demander pour faire ce qu'il sait faire, en fait, tu vas pas lui donner un cahier des charges comme ça, enfin, tu laisses un peu de liberté aussi, c'est souvent là que je trouve que ça marche le mieux aussi, quoi. Carrément. Et en tout cas, le résultat est incroyable. Parlons un peu de live, puisque qui dit nouvel album dit tournée. Tu mentionnais le boulot pour la prépa de toutes les dates qui vous arrivent, et je me demandais, à l'écoute de l'album, donc il y a une liberté que je trouve dans vos compos, et je me demandais comment vous abordiez le live sous cet angle-là. Est-ce que vous avez tendance à plutôt avoir un set qui est assez narratif et cadré, ou est-ce que vous avez beaucoup de moments d'improvisation ? Je me suis déjà planté en étant persuadé qu'un groupe écrivait tout, et en fait en interview là ils me disent non, là il y a que la moitié qui est écrit, et j'étais comme ok, d'accord, très bien. Du coup ça m'intéresse de voir comment vous bossez de ce côté-là. Alors en bon alsacien, on est très carré. Ok. Voilà. Comme ça c'est dit. Non, c'est vrai alors autant il y a de la liberté dans ce qu'on compose, autant il y a moins de place à la liberté quand on le joue en live. C'est-à-dire qu'on le bosse comme ça, et ce sera une question de feeling, mais les morceaux seront fidèles en fait à ce qu'on a enregistré. On joue au clic, tout est dans nos oreilles, tout est préparé, donc on change pas un morceau de place à la dernière minute. Bien sûr. Les transitions sont prévues. Enfin voilà, donc c'est peut-être le côté contradictoire sur le côté liberté qu'on n'a pas en live, mais qui peut-être d'une part nous rassure, je sais pas. Enfin, il y a peut-être de ça, parce qu'on n'est pas non plus forcément le groupe qui a fait 300 concerts et qui connaît tout bien, mais on essaye d'apporter vraiment de l'importance à bien jouer juste. Oui, bien sûr. C'est... Voilà, et pas sortir des sentiers battus. Ouais. Et ce que tu dis avec le fait, il y a le clic, machin, au final, moi je trouve que le fait d'avoir un clic et un set qui est un peu bien prévu, tu vois. Nous, on a fait le même chemin avec mon groupe en ce moment, et on s'est demandé à un moment, est-ce qu'on est en train de tout enfermer, machin. En fait, au final, moi je me sens plus libre sur scène, parce que je suis moins à chercher là, et ça va partir sur quoi, machin. Et en fait, le fait d'avoir ton sentier qui est bien dessiné, t'es plus libre aussi de te promener sur scène, d'être vraiment dans le moment avec le public, et ça donne une grosse liberté en fait qu'on soupçonnait pas forcément. Clairement. Dans ce sens-là, oui, très très clairement, j'avais pas vu ça sous cet angle-là, mais oui, tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment le petit outil pour s'il y a des gens qui disent vous jouez au clic, vous êtes enfermé dans votre clic. Ouais, c'est ça, vous jouez au clic, vous êtes trop carré, il n'y a plus de groove. Non, on groove avec le clic, c'est différent. Nous, le clic, après, je sais pas, on l'entend plus, mais c'est l'idée. C'est pas parce que effectivement que t'es au clic, ou bien qu'effectivement tes changements, tes parties sont quand même réfléchis. Mais déjà, en fait, c'est aussi d'avoir une cohérence, et puis de limiter un peu les accidents. Alors, ça reste du live, évidemment, que c'est chouette aussi, les accidents, c'est ça qui peut rendre les choses intéressantes. Mais t'as un groupe, et t'as le truc que tu sais que si ton morceau, tu le connais à 200%, en fait, tu seras que à 100%, en fait, sur scène. Et c'est l'idée de se laisser embarquer. C'est aussi un peu des travails, c'est-à-dire que, en fait... ton set, tu ne vas pas démarrer au 5e morceau, c'est la première note, tu dois rentrer dedans, en tout cas pour moi, tout l'enjeu, c'est de pas réfléchir. C'est juste, tu te laisses embarquer, tu joues, et que justement, le fait de bien connaître tes morceaux, en fait, t'as pas à réfléchir à le break qui arrive, en fait, c'est que tu te laisses, et c'est tout le plaisir, en fait, quoi, que tu vas retrouver à jouer en live, en fait, quoi. Oui, ce qu'on pourrait croire qui est pas le cas quand tu joues avec un métronome dans les oreilles, mais en fait, si, c'est un peu
comment dire, le soutien, le support, quoi. Il est là, il est avec toi. En fait, quand on a commencé à jouer aux Ears, le premier concert qu'on a fait avec les Ears, c'était il y a 1 an et demi. Et on s'est rendu compte qu'on a tout joué, mais genre 30 BPM au-dessus, quoi. Ouais. Parce que quand t'arrives sur scène, ben, ton cœur, il bat à une vitesse folle et à l'intérieur de toi, tout est accéléré. Ouais, carrément. Ouais. Et tu te rends pas compte, en fait, quand t'es sur scène, que tu joues vachement plus vite, ou en tout cas pour nous. Surtout que votre batteur boit beaucoup de Monster, donc... Oui, en plus. Petit clin d'œil Monster. Mais ouais, et du coup, c'est à partir de là qu'on s'est dit, bon, maintenant, on va bosser au métronome. Alors, je sais pas si ça veut dire qu'on gardera forcément ce clic tout du long pour la suite ou pas. Enfin, à voir sur ce qu'on travaillera par rapport à Daylight, par exemple. Mais c'était surtout pour régler un peu ce truc. Et ça fait du bien, parce que des fois, quand on se retrouve en concert, c'est vachement lent, là. Non. Ouais. Et en fait, tu réécoutes les vidéos et t'es comme... Ok. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu l'impression qu'on le faisait genre ultra lent et en fait, c'est pile poil. Ouais, c'est impressionnant ça. Puis je crois qu'il faut pas faire d'amalgame entre avoir quelque chose de carré calibré et une perte de spontanéité. Enfin, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu prends du plaisir sur scène, bah, tu le transmets en fait de toute façon et que le reste en fait c'est un peu accessoire. Ah bah ça, on est bien d'accord. Et à propos de prendre du plaisir et qu'il y a un clic, je vous propose de découvrir votre single du dernier album, qui est clairement mon petit préféré du truc. J'ai passé la journée à vous le chanter. C'est vrai. Et donc on enchaîne avec Rosebud, enregistré ce matin au studio Sextant. À toutes.
C'était donc Rosebud, issu de leur nouvel album Cycles, sorti 7 avril. Allons un petit peu plus loin dans le contenu de cet album. Il y a carrément une nouvelle de science-fiction que vous écrivez en parallèle du groupe. Ça, c'est un truc où vraiment quand j'ai vu ça dans le press kit, j'étais comme quoi, let's go. Parce que j'aime bien la SF, voilà. Et qu'est-ce que c'est que ce projet? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un projet fou. C'est Stéphane, en fait, notre batteur, qui s'est chauffé. Je sais pas. Okay. Yojimbo, ça l'a inspiré et il avait envie d'écrire l'histoire de Yojimbo. Ok. Alors pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti. Disons que ça reste dans nos sphères à nous. Ouais. Mais on s'en sert énormément pour bosser avec les artistes visuels, avec toutes les collabs qu'on fait sur les visuels, où on leur envoie des petits bouts de la nouvelle en leur disant, ben voilà, on vous commande pas un truc en fait, vous interprétez comme vous voulez. Ah ouais, trop bien. C'est un peu ce socle-là. On a vocation à continuer d'écrire cette nouvelle et à faire quelque chose pour de vrai avec un jour de public, on va dire. Yes. Mais on est clairement dans un univers intergalactique avec un vaisseau, l'équipage du Yojimbo. Ok. Le vaisseau s'appelle le Yojimbo parce que ça veut dire le garde du corps en japonais. Ah, donc il y a un peu ce truc-là. Et il y a des déesses intergalactiques, etc. Enfin bref, on a hâte de découvrir tout le lore qui va autour de Yojimbo, du coup. Il y a tout un délire là-dessus. Ok, trop bien. Il y a des auteurs références que vous auriez en tête C'est un peu un camouflage de toutes nos influences, quoi. J'ai pas d'auteur en tête comme ça. Mais... Non, il n'y a pas vraiment de trucs. Il y a beaucoup de trucs de SF. Mais c'est comme la musique, je pense que les références, elles sont tellement variables. Je sais que Steph, lui, il voyait un truc, en tout cas illustratif, très proche de ce que pouvait faire Gorillaz. Okay, un côté un petit peu anime je sais pas, je pense qu'on se l'approprie un petit peu, mais je crois que c'est plus le côté un petit peu écriture. Alors pour être complètement honnête, avec l'album, le travail d'écriture, on l'a mis un petit peu de côté. Oui, j'imagine. On l'a un peu repris il y a un an en fait, avec un Saïd Akasmi qui nous a accompagné un peu pour un peu cadrer, parce que l'écriture c'est un vrai métier, donc c'est bien d'avoir un peu des bases et des cadres pour juste ça. Pour situer qui est Saïda, du coup, elle fait partie du collectif M33 à Strasbourg, avec lequel on bosse beaucoup. Et elle a notamment bossé sur l'album concept de Mathieu Chédid, qui est sorti avec un livre et album. Donc c'est pour ça qu'on a bossé avec elle, parce qu'elle avait le feeling par rapport à ça. Trop bien. Voilà. Mais non, moi je lis plutôt des romans policiers ou des romans avec des chats, donc bon. Voilà. Dans chaque navire, normalement, il y a un chat pour s'occuper des infestations de rats, donc à partir de là, on est ok. Mais après, moi, il y a tout le côté dystopique, et je pense que là, c'est un truc qu'on a un petit peu en commun. Ouais. Donc, du Blade Runner, du 1984. Moi, je suis un peu de la génération des aliens et tout ce qui va autour, Total Recall, enfin. Ouais. C'est ce truc-là. Donc après, c'est un peu l'intérêt, c'est le côté fourre-tout. Tu peux y mettre un petit peu ce que tu veux, quoi. Ouais. Tu peux y mettre des choses personnelles, tu peux y mettre des choses tirées de la littérature, du cinéma, enfin voilà. Et du coup, justement, l'anticipation, les dystopies et tout, c'est un truc qui matche bien avec les thèmes qui sont abordés dans l'album, au final. Et alors, c'est marrant parce que, justement, dans vos textes, il y a quelque chose d'assez très imagé et assez cryptique, mais où on chope quand même les idées générales. Et j'aime bien cette manière de mettre du contenu dans les textes, parce qu'il y a un côté, on te met dans une situation où tu comprends pas tout, mais hop, un petit indice ici, un petit indice là te font comprendre que, bon, globalement, c'est la merde. Ah, si je fais un parallèle avec ce qui se passe en ce moment, bon, on voit des foncées vers le mur avec de la surconsommation, des trucs comme ça, et c'est cool d'avoir ces messages-là qui sont en filigrane tout au long de l'album, mais par petites touches, quoi. Ouais, justement, il y a ce côté de double ou triple lecture, même, en fait. C'est moi qui écris les textes. Okay. Je suis très sensible au monde qui nous entoure. C'est ça qui nourrit vraiment mon inspiration et qui me permet d'écrire. Et alors, il y a ma vision perso de ce que j'écris, de qu'est-ce qui me touche, pourquoi, comment. Il y a le côté
où ça se rapproche de l'histoire de Yojimbo, justement, de la nouvelle, qui peut se coller à des situations de la nouvelle. Et après, il y a la libre interprétation des auditeurs et des auditrices, en fait, pour que chacun trouve son compte là-dedans, sans se dire, OK, ça parle absolument de ça, il faut que ça parle de ça, et c'est tout, t'as pas le choix. Non, juste, chacun fait son chemin et l'interprète comme il veut, quoi. Donc c'est ça un peu les 3 niveaux de lecture, on va dire. Okay. Mais oui, ça parle beaucoup du capitalisme, de la crise écologique, Doomsday Clock. Celle-ci, je l'ai écrite il y a un petit moment, en vrai. Quand Poutine a commencé à envahir l'Ukraine, j'ai fait ça marche, ok, super. Mais voilà, du coup, c'est un peu tout ça qui me nourrit, ou des trucs plus perso, quoi. Yes, bien sûr. Voilà. J'arrive pas à écrire des chansons quand la vie est belle et que les petits oiseaux chantent, les fleurs poussent dans l'herbe, ça marche pas. Peut-être tu pourras faire un projet hyper pop positif à côté, voilà, mais... Non, je t'ai dit, j'ai un projet folk à côté, folk blues. Et oui, folk, ça veut pas forcément dire hyper positif, fleurs partout. Hein. C'est pas hyper positif, c'est un peu... comment dire... c'est plutôt joyeux, quoi. C'est pas de la folk triste, mélancolique. Mais pareil, avec ce côté très engagé où on fait beaucoup de cynisme sur le monde qui nous entoure, quoi. Donc non, je sais pas faire. Dans les trucs qu'on a en commun, c'est-à-dire que on n'est pas ultra optimiste en fait pour le futur à court moyen terme. Ouais. Mais à côté de ça, c'est aussi un peu une des fonctions de la musique et de l'art en général, c'est-à-dire que tu vas poser ce truc-là en fait, quoi. Je sais que moi je suis pas le seul dans le groupe en fait, ça crée beaucoup d'anxiété en fait, la situation en général, que c'est une bonne façon un petit peu de mettre ça de côté. Je sais pas, moi quand je suis rentré dans le groupe, je pense que j'étais dans une phase beaucoup plus anxieuse, mais c'était un peu le truc magique, tu sais, où tu rentres, enfin genre limite t'es dans une crise d'angoisse, tu passes la porte du local en fait et tu l'as déposé dehors et t'es même pas sûr de le récupérer en sortant en fait, tu vois. Et je pense que, alors bon, sans partir dans plein de trucs, mais la question de la santé mentale actuelle, vu le contexte et la fonction de l'art là-dedans, en fait, je pense que c'est quelque chose qui est très très sous-estimé en fait, quoi. Au final, ça permet aussi de transformer toute cette énergie d'anxiété en quelque chose de positif et de beau et que vous partagez à plusieurs et qui est quand même un truc magique. Ouais, c'est libérateur, quoi. C'est comme ça qu'on arrive à faire des choses positives malgré tout. Eh oui. Voilà. Et alors, tout à l'heure, tu parlais des plusieurs niveaux de lecture sur les textes et sur l'œuvre de Yojimbo en général, où les mots qui sont mis sur les trucs, sur des situations, font qu'avec différentes personnes, ça va être perçu de différentes manières. Et c'est un peu ce que j'ai l'impression de voir à travers toutes vos collaborations. Je pense par exemple à Fortifem qui a fait l'artwork de l'album, mais aussi avec le collectif M33 dont vous parlez, avec William, je sais plus le nom. William Roussel qui gère No Light. Fait de la light pour vous, voilà. Ouais. Et du coup, vous avez l'air d'être très bien entouré. Et si vous voulez nous parler un peu de tous ces gens avec qui vous bossez et qui font grandir Yojimbo comme ça. Dom, je te laisse en parler, c'est un peu ton bébé, non ? Ouais, un petit peu. Alors, moi, je suis dans un collectif d'artistes depuis 10 ans, en fait, qui s'appelle M33. Donc, on est une quinzaine aujourd'hui. Un projet qui a quand même démarré aussi avec des bouts de ficelle, en fait, et puis qui a grandi et puis qui a pris un petit peu sa place. Et au départ, ça a été un peu un coworking, mais très rapidement, on s'est dit, c'est aussi un collectif. On a appris à travailler ensemble. Et il y a plein de projets annexes dans les membres. Il y a des membres qui ont des collectifs de DJ. Il y avait un collectif de danse aussi à un moment. Et puis, en gros, c'est une bonne excuse pour travailler avec les copains, quoi. Ouais. Et de ramener un petit peu quelque chose d'autre, puisque Yojimbo, c'est pas que de la musique, c'est aussi tout le truc qui est chouette de la science-fiction, c'est qu'il y a tout un univers autour que tu peux développer. Donc l'idée, ça a été un peu de les embarquer là-dedans. Alors je sais pas comment ça a été vécu forcément au départ en fait par le reste, parce que j'arrive et puis du coup on va bosser avec plein de gens et puis nous on n'avait pas l'habitude. Ouais. Attendez, 15 personnes qui débarquent dans notre projet, qu'est-ce qui se passe? Non mais ça a été très chouette. Du coup faut dire qu'il y a de la vidéo, il y a de l'illustration, il y a de la sérigraphie, il y a de la couture, il y a de la gravure, enfin c'est vraiment tout à
foison d'artistes différents qui apportent chacun un point de vue et c'est trop cool. Et surtout en fait, c'est que pas qu'ils le font pour nous, c'est pas une commande, c'est qu'ils nous apprennent à le faire. On a appris à coudre, on a appris à faire de la gravure, puis c'est ultra cool. Faire de la sérigraphie, bref, c'est un peu un troc de compétences d'une certaine manière. On s'apprend les uns les autres, on collabore ensemble. Ça nous nourrit tous en fait, et c'est ça qui est super chouette. Et il y a aussi un peu le truc de la question économique, parce que on est un groupe, on roule pas sur l'or, et dire comment on essaie de réfléchir, comment on trouvait des contreparties en fait pour travailler, ce qui donc comme des fois un petit peu de se casser la tête sans que personne ne se sente lésé, parce que on n'est pas habitué à ça. On est quand même dans un monde en fait où c'est un peu compliqué, peut y avoir donc t'essayes. Tu réfléchis, tu réajustes, mais en tout cas, c'est intéressant aussi de trouver une autre forme d'économie, en fait, là-dedans, qui n'est pas uniquement basée sur la thune, quoi. Ça parle de dystopie, mais ça, on prend la pente inverse, là, c'est cool. Attention, c'est trop encore bien. De la positivité. Attention, Non, c'est trop cool de voir qu'il y a des initiatives comme ça entre artistes, ça fait vraiment plaisir. Et alors, petite question, imaginons qu'il y ait des groupes vraiment qui en sont au balbutiement, qui nous écoutent. Votre entourage, c'est clair qu'il vous a apporté un paquet de trucs et qui vous a permis de grandir vite, mine de rien. Et c'est quoi un peu les acteuristes que vous conseilleriez de contacter en premier pour des groupes qui commencent tout juste, quoi? Tu veux dire des structures en particulier ou... Ouais, ou genre... des structures ou à quelle porte toquer en gros pour dire coucou, j'existe, j'aimerais être aidé d'une manière ou d'une autre, quoi. Eh ben, c'est très important déjà d'aller voir la SMAC, la scène de musique actuelle du coin dont tu viens, parce qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ce métier d'accompagner en fait les jeunes artistes, les artistes émergents pour trouver un peu dans quelle voie il faut aller. Alors des fois, il faut gratter un peu plus fort parce que ils n'ont pas forcément. Il y a beaucoup de demandes, mais c'est pas tant ça. Et... Bon, bref, pardon, je vais arrêter de divaguer là-dedans. Ça n'était pas du tout mon ancien métier. Pardon. Mais je n'avais pas pensé à ça au moment où j'ai écrit la question. Mais il faut pas hésiter en fait à aller frapper à ces portes-là parce que c'est très important. C'est là qu'on se rend compte de choses qu'on peut faire, avec qui on peut les faire, de quelle manière, sans forcément, je sais pas. T'as jamais fait de booking de ta vie, tu sais pas comment ça marche, tu vas poser la question de regarde, tu fais ton fichier comme ça, tu l'alimentes comme ça, t'envoies ton mail comme ça, je veux sortir un vinyle, je sais pas. Bref, c'est des centres de ressources en fait, centres de ressources de musique actuelle. Et c'est super important de parler avec ces gens-là, parce qu'encore une fois, c'est leur métier et c'est à ça qu'ils servent. Donc, ouais, carrément. Et ne jamais oublier la part de DIY non plus. Pour moi, c'est hyper important. Faut pas compter sur les autres, en fait. Faut compter sur soi-même, sur le noyau que tu crées autour de toi. Il est hyper important. Et de faire ça avec des gens en qui tu as confiance. Voilà. Ça serait ça un peu mes conseils, quoi. Ouais, moi je suis un peu moins convaincu par les SMAC. Alors, comme dirait l'ami Didier, il y en a des biens, évidemment. Mais moi je conseillerais plutôt de bosser en gros avec les copains. On a tous des copains qui font de la vidéo, qui font de l'art, qui démarrent en fait, qui ont envie de démarrer des choses en fait. Et puis après, c'est encore une fois, c'est une excuse pour quand je sais pas, quand on va solliciter des artistes, que ce soit des illustrateurs ou n'importe quel domaine, c'est il y a le côté humain évidemment qui va compter et que c'est évidemment une bonne excuse en fait pour faire des choses ensemble, quoi. Et alors je sais pas, je vois au niveau de Strasbourg, mais c'est pas que Strasbourg, il y a plein de gens en fait qui défoncent dans leur domaine, qui ont envie de faire des choses, et puis après c'est une question un peu d'affinité, quoi. Je sais pas, tu parlais de Fortifem avant, Fortifem, évidemment leur boulot ils défoncent en fait, quoi. Mais je veux dire après c'est que c'est des gens incroyables et que ils ont une vraie démarche en fait dans ce qu'ils font. Ils défendent quelque chose en fait. Donc c'est avant tout ça en fait qui nous a plu, quoi. Trop bien. Mais vous les avez rencontrés comment? Moi je les connais pas plus que ça, donc. On se connaît depuis super longtemps en fait. Okay. Moi je l'ai connu par mon métier, donc par la photographie. Et en fait je venais très régulièrement sur Paris en fait, et régulièrement j'ai choisi sur leur canapé. Ok.
Et donc en fait ils ont donc je connaissais Jess en premier, puis j'ai rencontré Adrien et ça a tout de suite collé. Et puis on a fait un premier visuel l'année dernière qui était très chouette. Et puis alors c'est vrai qu'on a plutôt privilégié en fait le travail avec des artistes locaux, mais plus je réfléchissais, on avait un peu une idée générale, parce qu'on laisse quand même une vraie carte, on essaie de laisser une vraie carte blanche en fait aux artistes, et en fait en discutant on dit non, c'est ce qu'on veut, c'était évident que c'était eux quoi. Ouais. Bah puis toi qui te défonce, vous avez vraiment bien fait, incroyable. Et quand on a le premier visuel, je fais ok, en fait qu'est-ce que tu veux, c'était le bon choix. En noir et blanc, super, c'est super merveilleux. Non, ça défonce, vous avez vraiment bien fait de bosser avec elle, c'est super. Je crois. Une petite question plus pour toi, Sophie. Ta voix m'a fait penser à, je sais pas si tu connais, mais Marie d'un groupe qui s'appelle Suburbs, qui est hyper bien et qui avant avait un autre projet qui s'appelait 1969 Club. Et j'ai réécouté leur album parce que c'est une grosse influence pour moi. Et vraiment, tu sais, j'ai écouté un peu les deux back to back. J'étais comme excellent. Enfin, je sens vraiment des parentés entre les deux voix, quoi. Et je me demandais si t'avais des rêves de chanteuse qui t'avaient inspiré d'une part, ou des personnes de la scène stoner et consorts que tu voudrais mettre en avant. Alors je connais pas du tout Marie ni les groupes dont tu parles, et j'irai les écouter tout à l'heure parce que super. Voilà, ça m'intrigue beaucoup. Est-ce que j'ai vraiment des rêves? Alors oui, il y a des chanteuses qui m'inspirent très clairement. Je pense à Laurie pas Laurie, Super Weekend. non, d'Acid King notamment. Okay. C'est un truc qui me parle beaucoup. Wind End aussi, ou une Chelsea Wolfe par exemple. Ouais. Là, clairement, c'est mon univers. Mais après, pareil, c'est un peu difficile pour moi de donner mes inspirations là-dedans. C'est que du feeling. J'ai jamais pris de cours de chant en fait. Donc je sais pas, je fais des trucs. D'abord j'ai fait du jazz parce que je trouvais que c'était sympa, et puis après j'ai fait du rock. Je me suis dit, cool, mais si je mettais un peu plus de voix, allez vas-y. Et au fur et à mesure que je grandis, que j'évolue, que je deviens plus mature, on va dire, je prends plus confiance en moi là-dedans, et sans me mettre de barrière non plus, me dire qu'il faut que je chante comme ci, comme ça. Mais ouais, c'est en tout cas pour les trois chanteuses qui m'inspire beaucoup, ça serait plutôt elle. Ok, trop bien. Encore cette liberté qui revient, faites attention quand même, ça trop de liberté, attention. Attention. Communiste. Ah non, peut-être pas. Fichier S, c'est clair. Bon, on arrive tranquillement pas vite à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez des moments un peu clés cette année qui vont arriver, voilà. Un petit moment auto-promo. Mais en fait, il y a trop de trucs. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on a envie de faire, en fait, je suis pas sûr si ça tient sur les 3 prochaines années, en fait, quoi. Il y a, je sais pas, on a fait une résidence, en fait, avec une résidence franco-allemande avec un artiste. Ok. Qui s'appelle Robert Menzel, en fait, qui est plus dans la musique un peu plus contemporaine. Ouais. Mais on est allé le voir, là, il y a 3 jours. Puis du coup, en fait, t'as tout de suite donné vraiment des dans l'univers Neil Young, etc. C'est vraiment très stylé. Il y a un truc qu'on va bien kiffer aussi. On va faire écrire un titre de rock, une classe de CM2 avec Zone 51 en fait, quoi. Ok, trop bien. Donc je pense que ça va être assez cool à faire. C'est le projet Fabrica Musique avec la SACEM. En fait, c'est une structure de notre coin qui s'appelle Zone 51 qui nous a contactés et qui a dit allez, on va faire du gros rock avec des petits enfants. Génial. Donc on va écrire un morceau avec des gamins de CM2. Trop bien. Bref, il y a plein de projets qui foisonnent en même temps, mais on essaye de rester focus sans trop s'éparpiller non plus et de faire chaque chose. Mais ça, c'est le risque quand on travaille avec des amis et que tout le monde est passionné. Il y a plein de bonnes idées. Voilà. C'est ça. Engueulez-vous un peu. Merde. Mais ouais, on reste quand même focus sur les choses. Trop bien. Puis développer l'aspect visuel, notamment par la vidéo. La session qu'on a fait ce matin, en fait, moi je pense que c'est aussi quelque chose qui prend beaucoup de place, un peu plus de place dans la musique, et puis qui est assez chouette. Donc de se donner un peu plus d'ambition en fait là-dessus, de se sentir peut-être un peu plus légitime aussi des fois. Vous pouvez, ça, voilà. Pas de problème. Mais oui, enfin plein de choses. Là, c'est un peu les trucs qu'on va un petit peu discuter, de savoir qu'est-ce qu'on priorise, parce qu'on peut pas tout faire que les jours des font 24 heures. Ouais. Mais beaucoup d'envie là à venir. Trop bien. Écoutez, avant de se quitter,
Une petite reco, un truc que vous aimeriez partager avec les auditorices, n'importe quoi vraiment. Moi, j'ai un petit chat au-dessus de mon épaule et je voudrais juste dire que les chats, c'est merveilleux. J'en ai 4. Voilà. Ouais. Je les aime. Ils s'appellent Glitchbug, Scratch et Larsen. Et allez adopter des chats à la SPA et des chiens et tous les animaux qui sont abandonnés parce qu'ils ont besoin de nous. Voilà. Je suis pas du tout végétarienne, si complètement. Voilà, ce sera ça ma reco. C'est pas très culturel, mais... C'est peut-être la meilleure reco jusqu'ici. Ouais. J'ai plusieurs passions dans la vie, la musique, les chats. Et voilà, c'est à peu près tout en fait. C'est absolument suffisant, hein. C'est un bon programme déjà. Bah je sais pas, moi je dirais juste que le monde est un peu dégueulasse là, mais qu'il y a plein de gens qui se bougent le cul pour faire des trucs chouettes, pour proposer des alternatives en fait, et que même si ça sent pas très bon, bah c'est un moment un peu d'anticiper, de rencontrer des gens, de créer des liens, de faire des trucs chouettes. Enfin, je trouve que c'est un peu toujours le truc quand je te disais d'avoir un truc où tu déposes un petit peu bien sûr, ouais. L'espace mental et le flux de l'information, trouver le juste milieu en fait là-dedans pour un peu s'accrocher dans ce monde dégueulasse et pour notre Yojimbo, la bière. Trop bien. Pour ma part, je vais vous recommander un festival, parce qu'une fois n'est pas coutume, voilà, un festival même pas de musique, un festival de SF qui s'appelle les Intergalactiques et qui a lieu à Lyon chaque année, généralement fin avril. Là, c'était le week-end dernier, par exemple. Et donc, ce festival, il est super. Si vous pouvez y aller, c'est top. Mais ils ont aussi une chaîne YouTube sur laquelle on peut retrouver des tables rondes, tout un tas de podcasts qui sont animés par des gens passionnants. Et ce qui est cool, c'est que c'est souvent des sujets de société. Chaque année, il y a un thème au festoche et ils invitent des auteurs et des autrices de SF pour réfléchir à des sujets de société. Et ça donne des tables rondes, mais avec des gens qui sont hyper intéressants et qui font des refs, des œuvres cool qu'ils ont écrites ou pas. Mais en fait, c'est marrant de voir des gens qui sont ni des politiques, ni des économistes, mais des gens qui écrivent des histoires, réfléchir à des problématiques de société, c'est hyper enrichissant. Ça a l'air très très intéressant. C'est super, les Intergalactiques, c'est super. Il y a un truc, voilà. Je suis pas sûre d'en avoir parlé, mais je crois que ça nous parle. Ouais. Et voilà, pour une fois qu'il y a un thème SF, j'y vais à fond, je suis hyper content. Et Yojimbo, encore merci énormément d'avoir été avec nous. Merci Jimbo. Merci à toi. Yojimbo. Voilà, c'était School of Rock. N'hésitez pas à aller suivre Yojimbo sur les réseaux, il y aura tous les petits liens juste ici en dessous là. Et si jamais School of Rock vous a plu aussi, suivez-nous aussi. On se retrouve pour une prochaine émission au Studio Sextant. Merci encore, à bientôt. Salut. Merci.